Dans l'actualité de ce 17 septembre, lutte contre le terrorisme, le nouveau commandant de la force française Barkhane, reçu au palais de Kossiam par le président du Faso. Les deux hommes ont échangé sur plusieurs sujets. Réarticulation en cours de la force Barkhane, mort du chef de l'État islamique dans le Sahara, arrivée annoncée des militaires russes au Mali. Tous les détails dans ce journal. Dans l'actualité de ce 17 septembre également, la 9e édition des Journées nationales de concertation, État, organisations non gouvernementales, associations de développement et fondations. Les discussions ont porté sur le thème du chômage et de l'employabilité des jeunes. Avec cette question, comment l'État et les ONG peuvent justement agir en synergie pour une meilleure insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Et puis, c'est un sujet qui fait toujours débat et soulève de nombreux commentaires. Le foncier et son environnement très confus ces dernières années. Eh bien, le réseau des étudiants pour la vérité et la justice sur le foncier, lui, a décidé de mener la sensibilisation, notamment sur la nouvelle loi portant promotion immobilière au Burkina. Vous en saurez plus dans un instant. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Je vous le disais en titre, le timing de sa visite est sans doute évocateur. C'est dans un contexte sécuritaire sous-régional assez mitigé, assez agité, que le nouveau commandant de la force française, Barkhane, s'est entretenu avec le président du Faso ce vendredi au palais de Kossiam. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le général Laurent Michon a confirmé à Roch-Marc-Christian Kaboré la mort du dirigeant de l'État islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Walid al-Sharawi, tué par l'armée française il y a quelques jours. Mais les deux hommes ont aussi et surtout parlé de la reconfiguration annoncée de Barkhane, notamment au Mali, où on apprend que les autorités s'apprêtent à signer un accord avec la société militaire privée russe Wagner dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. On écoute sur tous ces sujets le commandant de la force Barkhane, le général Laurent Michon. Nous l'avons évoqué très rapidement. Je ne peux que vous renvoyer aux propos de mes autorités politiques qui ont affirmé assez clairement, je crois, que la présence de mercenaires, il faut appeler les choses par leur nom, est incompatible avec l'engagement actuel de la France au Mali, aussi bien d'ailleurs dans sa composante militaire que sur d'autres volets. La lutte continue. Donc j'ai la mission de transformer Barkhane avec plusieurs implications dans différents pays, les 5 pays de la zone d'opération. Cette transformation, elle est axée d'abord sur une coopération accrue avec chacun des pays, avec la force conjointe G5, avec la MINUSMA et avec IUTM. Donc cela ne change pas fondamentalement, mais l'effort est accru sur la coopération. Il y a des choses qui sont modifiées de façon importante et des choses qui ne sont pas modifiées. Ce qui n'est pas modifié dans l'évolution de Barkhane, et vous le savez déjà, c'est la lutte contre les groupes terroristes, Al-Qaïda, État islamique et leurs franchises. Les deux choses qui changent principalement sont une réarticulation du dispositif, notamment au Mali, où vous le savez, puisque les FAMA et la MINUSMA sont présentes dans les villes où nous sommes déployés et sont relevées régulièrement. Nous en profitons pour désengager les contingents français de Tessalit, Kidal et Tombouctou. Et l'autre chose qui change, c'est la venue, c'est pas tout à fait nouveau, mais ça continue et c'est accru, la venue de nouveaux partenaires européens qui viennent au sein de l'opération Barkhane, dans ce qu'on appelle la Task Force Takuba, se battre à nos côtés et aux côtés des Maliens contre l'ennemi terroriste. Et avant cette audience avec le nouveau commandant de la force Barkhane, Roch-Marc-Christian Kaboré était hier à Accra, au Ghana, où il a pris part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la situation politique au Mali et en Guinée, deux pays, vous le savez, en pleine crise démocratique, dirigés par des juntes au pouvoir après des coups d'État militaires. Justement, contre ces nouvelles autorités, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris des sanctions. On parle notamment de gel d'avoirs et d'interdiction de voyager, entre autres. Le point, Benjamin Kwame. Sur les 15 pays membres de la CEDEAO, 8 étaient à cette réunion tenue à huis clos à Accra.
Le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est donc eux, au nom de leur paix en absence, qui ont durci le ton contre les putschistes guinéens et maliens. D'abord en Guinée, les sanctions contre le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes commencent par le maintien de la suspension du pays de toutes les instances de l'organisation jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Et pour serrer plus le robinet, la CEDEAO a décidé de geler les avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et les membres de leur famille. Ils sont interdits de voyager. L'institution sous-régionale exige une transition de 6 mois. Une transition qui doit être conduite par le colonel Mamadi Doumbouya, certes, mais secondée d'un premier ministre civil. Et à la fin de cette transition, la junte ne doit pas prendre part aux élections. Dans les tout prochains jours, le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, devrait se rendre à Conakry pour exiger la libération inconditionnelle du président guinéen déchu, Alpha Condé, lui qui est toujours retenu dans un lieu tenu secret. Le Mali, sous une transition avec le colonel Assimi Goïta, n'a pas échappé aux sanctions de la CEDEAO qui s'est interrogée sur le retard pris dans l'organisation des élections prévues en février prochain. Contre les militaires au pouvoir au Mali, la CEDEAO les interdit aussi de voyager et gèle les avoirs financiers contre ceux soupçonnés de ralentir cette transition de 18 mois. Les chefs d'État ont également indiqué que la date des élections présidentielles et législatives fixée au 22 février 2022 n'est pas négociable et ils condamnent l'initiative malienne qui vise à recruter 1000 autres mercenaires russes pour collaborer avec l'armée malienne afin de lutter contre le terrorisme. Du Ghana, nous prenons la direction du Mali. Le Mali sous le feu de l'actualité depuis quelques jours. Depuis que Reuters a annoncé la possibilité de la signature prochaine d'un contrat entre le pays et la société militaire privée russe Wagner. Eh bien, il n'en a pas fallu plus pour provoquer l'ire de la France. Et si au Mali, les autorités gardent le silence, la société civile, elle, a décidé de se faire entendre. L'une de ces organisations est montée au créneau pour revendiquer, dit-elle, la souveraineté du pays à choisir ses alliés. Benjamin Kwame. C'est un rassemblement organisé par le collectif Yere Wolo, debout sur les remparts, ici à Bamako, pour saluer la nouvelle collaboration qui est en train de se mettre en place entre les nouvelles autorités maliennes et le groupe Wagner. Wagner, un groupe de mercenaires russes qui opère dans le secret avec des combattants exerçant dans le privé. Ces jeunes Maliens, dans une liesse face à la presse, témoignent toute leur satisfaction qui consiste à tourner dos à la France pour la Russie. Et vu les différentes rencontres, vu également les dialogues qu'il y a entre les autorités maliennes et les autorités de la Russie, donc on peut s'entendre dans l'immédiat c'est-à-dire qu'il y a des partenariats, il y a des contrats, sinon en tout cas à des situations qui feront que la Russie et le Mali vont ensemble pour faire face à cette situation qui menace vraiment l'existence de notre pays. Avec la Russie, il est question de créer un camp de la paix, lancent ces jeunes, et déjà, il est annoncé l'arrivée de 1000 mercenaires russes, des soldats qui viendront former les militaires maliens et les aider à combattre les attaques terroristes. Le pays en avait vraiment besoin, car jusque-là, ni la France, ni la MINUSMA n'a pu les aider à sécuriser le pays. Nous, on pense tout d'abord que nous avons un problème de sécurité ici. Nous avons fait appel à des gens, nous avons fait appel à la France en 2013. MINUSMA sont là, il y a bon nombre de militaires qui sont là, mais avec tout ça, ça ne va pas. Donc, pourquoi ne pas essayer avec Wagner? Ce que nous nous préoccupons d'une seule chose, c'est le contenu du contrat entre nos autorités et surtout avec cette société-là. C'est de ça qu'on parle. La paix n'a pas de prix. Nous voulons que nos autorités prennent leurs responsabilités, qu'ils signent vraiment des contrats dignes de ce nom, sans pourtant bafouer leur dignité, bafouer leurs honneurs. Donc nous sommes là aujourd'hui vraiment pour parler de ça, montrer que nous ne sommes contre personne. Nous voulons diversifier nos partenariats. Ces jeunes déclarent que le Mali n'acceptera plus de se laisser guider ni dicter ses choix de collaboration, car dans le monde, aucun pays n'a été déjà contraint de collaborer seulement avec la France. C'est donc la France-Afrique qui est en train de disparaître avec son impérialisme selon eux. Une actualité riche en mobilisation, en manifestation justement pour mettre fin à l'impérialisme occidental dont le visage hideux est celui de la France. Le peuple camerounais et les peuples africains sont avec vous dans votre lutte parce que le combat du Mali, c'est le combat de l'Afrique. Vous allez voir que cette lutte sera facile et que l'Afrique pourra facilement se débarrasser des impérialistes qui nous mentent, qui nous tuent, qui sont eux unis contre nous avec
nos politiciens corrompus, leurs représentants coloniaux qui sont là. Après cette conférence de presse, d'autres manifestations sont annoncées à Bamako à partir du 22 septembre avec des pays comme le Burkina Faso, le Bénin ou encore le Cameroun, toujours avec l'objectif de soutenir le Mali au sortir du joug colonial, annonce le collectif. On revient au Burkina où l'actualité de ce 17 septembre est aussi marquée par la 9e édition des Journées nationales de concertation État, ONG, associations de développement et fondations. Une édition dominée par la question de l'employabilité des jeunes avec en toile de fond la synergie d'action entre l'État et les organisations non gouvernementales. Des actions qui devront être mieux coordonnées pour éviter ce qu'on appelle les situations de chevauchement. Plus de précisions, Archimède Boy. Plusieurs ONG, associations et fondations œuvrant pour le développement au Burkina Faso sont présentes à ces journées nationales de concertation avec l'État. Au menu des échanges, la problématique du chômage et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ces acteurs planchent sur des stratégies et une synergie d'action pour l'accès des jeunes à des emplois décents. Sur le terrain, il n'est pas rare de constater plusieurs projets et programmes d'organisations diverses empiéter les uns sur les autres dans une même région. La ministre déléguée en charge de l'aménagement du territoire en est consciente et elle rassure. Le sujet est bel et bien au menu de cette rencontre. Nous n'aurons pas de plus-value si nous faisons des actions de saupoudrage ou bien des actions de chevauchement. Ce que nous gagnerons, c'est qu'il y ait une répartition équitable de tous ces opérateurs-là sur l'ensemble du territoire et que chacune des communes du Burkina Faso puisse bénéficier donc de leur accompagnement. Et c'est ce que nous demandons aussi avec nos partenaires techniques au développement, qu'il y ait une certaine cartographie rationnelle, bien équilibrée, pour que l'ensemble donc de ces opérateurs de développement-là puissent se déployer. Mais nous constatons avec vous également ces difficultés qui seront débattues et auxquelles en tout cas nous allons apporter des réponses pour que nous puissions avoir une planification harmonieuse des activités. De ces échanges, l'État burkinabé annonce une plateforme en vue d'harmoniser les actions de développement dans le pays. La coordination consiste à faire en sorte que toutes les actions qui sont menées viennent en complémentarité avec les choix opérés par le gouvernement. Il ne faut pas que nous ayons de la compétition sur le terrain, nous devons nous compléter pour arriver à des résultats. Aujourd'hui, les ONG, dans l'exécution de leur mission, restent confrontées à une difficulté majeure, contexte sécuritaire faisant. Elles saisissent l'occasion pour l'exprimer au chef du gouvernement. Nous avons demandé que les ONG et associations de développement puissent également avoir accès à l'assistance humanitaire pour pouvoir accompagner dans la délivrance des services parce que vous savez que nous sommes dans un contexte difficile avec beaucoup de personnes déplacées. Selon le Bureau international du travail, 300 000 jeunes depuis 2008 atterrissent chaque année sur le marché de l'emploi au Burkina Faso, alors que les emplois créés par an ces dernières années ne dépassent guère 20 000. Les regards sont donc tournés vers le programme présidentiel 600 000 emplois décents en vue de remonter la pente. Il est une association de jeunes spécialisée sur les thèmes du logement et les affaires foncières. Le réseau des étudiants pour la vérité et la justice sur le foncier s'engage sur le terrain de la sensibilisation des populations. Deux sujets sont au cœur de sa campagne, les résultats de la commission d'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier urbain et l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina. La campagne a débuté hier à Ouagadougou. Luc Pabelgem. La question foncière serait une bombe à retardement au Burkina Faso. Éviter que cette bombe n'explose devrait être le souci de tout Burkinabé. Des étudiants s'attellent à ce que le foncier soit mieux géré au Burkina Faso. Leur trouvaille, reproduire en quantité les résultats de la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain et l'avant-projet de loi portant promotion immobilière et les distribuer aux populations. Il s'agit du réseau des étudiants pour la vérité et la justice sur le foncier. Nous sommes venus ici ce soir pour photocopier l'avant-projet de loi afin d'essayer de distribuer ça à la population. Bon, moi particulièrement, quand j'ai fini de lire l'avant-projet de loi, je remarque qu'à l'article 18 et à l'article 19, on dit que seul l'État peut lotir. Et on n'entend pas État. Et la signature
la CGC et les maires. Bon, aussi quand on regarde la commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, on voit que plus de 105 408 parcelles ont été attribuées illégalement. Bon, donc, comment peut-on donner le monopole à des gens qui ont été incriminés dans le passé? Ce groupe d'étudiants est composé de jeunes des filières de l'université Joseph Kizerbo. Ils s'attardent dans leurs explications aux 105 408 parcelles irrégulièrement attribuées, relevées par la commission d'enquête et aux articles prévus dans l'avant-projet de loi. D'après cette loi, l'article 72 montre que quiconque cède, vend ou fait céder ou vendre à titre gratuit ou onéreux des parcelles nues est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende égale à la moitié du montant du prix de vente de chaque parcelle. Donc cela signifie que moi, si je pars acheter une parcelle, on va m'enfermer pour ça. Et si on m'octroie une parcelle ou mon père me donne une parcelle, on me dit de l'enfermer pour ça. Donc on n'est pas d'accord pour ça. On ne peut pas admettre que des gens aient volé des milliers de parcelles, exactement 105 408 parcelles qui ont été volées ou encore qui ont été attribuées de façon illégale à des personnes et que ces mêmes personnes veulent obtenir le monopole de la promotion foncière au Burkina Faso. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous avons dit, nous sommes d'accord et voilà ce que nous voulons. Nous voulons un droit au logement pour tout le monde. On veut de l'équité. On veut que tout le monde ait les mêmes chances et tout le monde ait la même possibilité d'obtenir un lopin de terre. Vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, pour obtenir même un simple non-loti, c'est très compliqué. N'en parlons pas d'aller payer une maison déjà construite. Parce que le gouvernement, à travers son projet de loi, dit qu'on ne peut plus payer de parcelles nues. Les étudiants pour la vérité et la justice sur le foncier prônent pour une loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, prenant plus en compte les préoccupations des populations. Autant dire qu'il y a du chemin à faire quand on sait que le ministère de l'Urbanisme, des Villes et de l'Habitat parle de 25% des populations des grandes villes vivant dans des quartiers précaires et de 800 milliards de francs CFA pour restructurer ces zones d'habitat spontané appelées non-lotis. Tout autre chose maintenant, la représentation de l'Union européenne au Burkina s'organise pour plus d'efficacité dans ses actions. Elle vient de mettre en place ce qu'elle a appelé la Team Europe. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse, Abdou-Aziz Assaré. Jusque-là, ils agissaient en héros solitaires dans le domaine du développement au Burkina Faso. La France, l'Allemagne, la Belgique et bien d'autres ont décidé d'unir leurs forces au sein d'une équipe baptisée Team Europe. L'objectif est de travailler ensemble pour plus d'impact dans le développement au pays des hommes intègres. L'Union européenne a toujours été motivée par la philosophie de joindre nos efforts pour être plus forts ensemble. Le concept de la Team Europe est né dans la pandémie, dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et on a mutualisé beaucoup d'efforts depuis avril 2020, plus ou moins, pour lutter ensemble contre la Covid-19 partout dans le monde, mais aussi ici au Burkina. Et maintenant, on veut dépasser cette urgence et passer dans un projet de long terme, en soutien aussi aux actions menées dans la PNDS 2. Composée de 9 pays membres de l'Union européenne, la Team Europe veut mettre en œuvre 2 projets pour concrétiser cette volonté d'agir ensemble. Le premier, dénommé Inclusion pour la stabilité, vise à accroître les capacités des populations à faire face aux défis sécuritaires, alimentaires et sanitaires avec un accès équitable aux services sociaux de base. Le deuxième, appelé Pacte vert pour les jeunes, a pour objectif de soutenir les systèmes de production durable pour stimuler la création d'emplois chez les jeunes et les femmes. Et nous pensons que la synergie avec toutes les initiatives, les projets et l'accompagnement divers que nous aurons à travers cette nouvelle posture donc, de l'Union européenne va nous permettre de faire plus d'impact, comme je l'ai dit une fois de plus, sur le terrain et de pouvoir travailler à plus d'inclusion et de stabilité. C'est ce que nous recherchons actuellement. Et donc nous accueillons cela en tout cas avec beaucoup de satisfaction et nous plaçons beaucoup d'attentes donc dans les résultats qui sortiront donc de cette nouvelle approche qui est en expérimentation au Burkina Faso et nous pensons en tout cas que ça va aller dans le sens donc des axes que nous avons donc prépositionnés dans le nouveau PNDS 2.
L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, le Danemark, la Suède, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont les 9 pays qui composent la Team Europe. Agir et réussir ensemble, c'est le slogan de cette équipe engagée. Parlons maintenant de formation dans le secteur du miel, un secteur qui a rapporté à l'économie burkinabé près de 3 milliards de francs CFA en 2018. Mais il pourrait être beaucoup plus rentable s'il bénéficiait de financements adéquats. C'est du moins la position de la Chambre de commerce qui a décidé d'outiller les apiculteurs burkinabés sur les stratégies de mobilisation de ressources. Amadou Diko, Archimède Boy. Au Burkina Faso, la filière miel est un secteur porteur. En 2018, le secteur a contribué pour près de 3 milliards de francs CFA dans l'économie nationale, avec une production de 1000 tonnes. Néanmoins, la filière fait face à de nombreuses difficultés, notamment la question du financement qui constitue un véritable handicap pour les apiculteurs. En vue de pallier à cette difficulté, une 50aine d'acteurs du domaine bénéficient d'une formation sur la stratégie de mobilisation des ressources et de suivi de gestion. La présente session dont nous sommes témoins du lancement est une des activités attribuées à la maison de l'entreprise par le PACAO. Dans le déroulement de ces activités, la maison de l'entreprise travaille en tandem avec justement les fêtières des filières et pour justement à ce que justement ces interventions puissent profiter à l'ensemble des acteurs au niveau national. Durant 72 heures, ces acteurs de la filière miel sont outillés sur les mécanismes de mobilisation des ressources. À terme, les participants pourront mieux explorer les potentialités du secteur. Aujourd'hui, il faut dire que la filière miel est une filière innovante qui est en train de prendre un grand pas dans l'économie du Burkina Faso, et ce grâce donc à ces différents appuis. Et pour pouvoir donc être compétitif, il faille bien que nous puissions agrandir, rendre nos unités plus opérationnelles, augmenter nos productions. Et en cela, il faut savoir mobiliser les ressources. Nous allons contribuer à renforcer en fait les acteurs de la filière, à les aider à identifier leurs besoins financiers, ensuite à les assister, les accompagner. Comment est-ce qu'en fait ils peuvent mettre en place une stratégie de mobilisation des ressources et enfin aussi les orienter vers les différents fournisseurs de ressources qui existent sur la place. L'initiative est de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso en collaboration avec la maison de l'entreprise. Elle bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers son programme d'appui à la combativité de l'Afrique de l'Ouest. Si vous êtes propriétaire de véhicules, transporteur ou chef de parc auto, cette information pourrait sans doute vous intéresser. Le groupe Shell lance une nouvelle génération de carburant appelée Shell Fuel Save. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée avec le groupe Vivo Énergie Burkina. Abdoulaziz Sarri pour plus de précisions. C'est une nouvelle technologie qui vise à permettre aux usagers de garder leurs engins en bon état le plus longtemps possible. Shell Fuel Save, ce nouveau carburant lancé par la compagnie Vivo Énergie, rend plus puissant et plus performant les moteurs des véhicules et des motos. L'autre avantage de cette innovation, selon les promoteurs, c'est qu'elle est plus économique avec une faible émission de carbone. C'est un produit de dernière génération qui s'adapte à l'ensemble des voitures, que ce soit les voitures de technologie récente comme les voitures de technologie ancienne ou traditionnelle, comme on peut l'interpréter. Donc c'est un produit qui apporte plus d'économie pour le consommateur, plus d'entretien pour les véhicules et une utilisation dans la durée pour l'ensemble des grands exploitants que sont les miniers, les industriels et les entreprises de construction. L'ambition de Vivo Énergie est de se positionner comme la meilleure société de distribution de carburant en Afrique. Et avec Shell Fuel Save, elle veut se rapprocher davantage des populations. Le lancement de ce produit s'inscrit dans la culture d'innovation de Vivo Énergie et du groupe Shell. Et
Et c'est inviter l'ensemble des consommateurs à rester fidèles à Vivo Énergie en adoptant cette démarche d'amélioration continue. Le carburant est certes nouveau, mais la compagnie Vivo Énergie rassure. Le prix du litre à la pompe reste inchangé dans les stations Shell. Nous accueillons avec un grand plaisir, une grande fierté ce nouveau produit qui, de manière certaine, contribuera à améliorer nos moteurs et joue sur l'écosystème du Burkina. Cette cérémonie marque également le lancement du carburant Shell Fuel Save dans la sous-région ouest africaine. Après le Burkina Faso, ce sera au tour de la Côte d'Ivoire et du Sénégal de recevoir ce nouveau combustible liquide. Et nous terminons avec cet élan de solidarité du NTD, le nouveau temps pour la démocratie. La coordination régionale des hauts bassins des femmes du NTD a fait don en nature diverses à la pédiatrie de l'hôpital Souro-Sanou, et cela entre dans le cadre des activités socio-culturelles du parti. L'équipe des élus du 22, sacrée championne de la première édition de la Coupe du Nouveau Temps pour la démocratie NTD. Une victoire obtenue à la fin des matchs qui s'est soldée sur le score de 0-0. En première période, ce sont les Noirs de SAP FC qui se procurent les meilleures occasions de but sans parvenir à ouvrir le score. En seconde période, les Bleus des élites se réveillent et prennent le jeu à leur compte. Mais les attaquants manquent aussi d'efficacité offensive. C'est au bout d'une longue séance de tir au but que les élites triomphent de leur adversaire. Ça a été simplement formidable. Formidable parce que cette première édition a tenu le pari de la mobilisation, le pari de la cohésion sociale. Parce que pour apprécier la cohésion sociale, c'est de voir comment les gens s'expriment, c'est de voir comment les ethnies se mettent ensemble pour une même cause. Et nous avons vécu cela sur ce terrain aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu. Nous pensons que ça ne saurait s'arrêter là. Ce n'est que la première édition et nous espérons suivre la 10e, la 20e édition à Port-du-Lasso. Il n'y a rien de tel. Si partout au Burkina Faso ça pouvait être comme ça, je suis sûr que d'ici là, nous allons parler de grand développement du Burkina Faso. SAP FC finalise malheureux repas avec un jeu de maillot, un ballon, la somme de 20 000 francs CFA et un trophée. Les élus du 22 vainqueurs de la première édition de la Coupe du NTD repas avec un jeu de maillot, un ballon, la somme de 30 000 francs CFA et le trophée de la victoire. Avant cette finale, la coordination régionale des femmes du NTD a fait don de plusieurs vivres à la pédiatrie du centre hospitalier Souro-Sanou. Un geste qui va contribuer sans doute à soulager les malades de ce centre. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Demain, rendez-vous 19h30, encore ici. Merci.